Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les Auvergnats de Verfeil. Entre ce grand-père et moi, c'était le début d'une relation courte. Elle a pourtant fait de lui mon modèle de grand-père. Elle a fait plus. La tendresse sereine de cet homme meurtri balançait les angoisses d'une mère en apprentissage. Près de l'âtre, il m'initiait au temps vécu des mânes. Dans les champs et les bois, il m'ouvrait au temps rêvé pour les descendances. Je n'ai reçu autant d'aucun de mes 3 autres aïeuls. Son épouse, Darirou, vivait en gardienne des obligations et des interdits. Elle était née à Polac. Sa mère, Philippine, était une petite fille des Sarrais, les Auvergnats de Verfeil. Elle avait épousé un roux, dont on avait coulé le nom dans le bronze du tombeau, pour appeler l'hommage des vivants contre la misogynie du droit qui imposait à l'héritière la conservation du bien, mais lui interdisait de perpétuer son nom. Cette petite fille de l'Auvergnat avait du caractère. Héritière de vignerons transhumants, bâtisseur méthodique et pieux ambitieux, elle était la majordome du clan. Cordonnier l'hiver, vigneron l'été, les Sarrais, sans descendance mâle jusqu'au Durand, faisaient la navette entre le pays de Salers et le Barouergue où ils possédaient une vigne. À la Toussaint, ils montaient au mât de Roufilange, paroisse de Saint-Cirque de Malbert, au nord d'Aurillac. Les femmes y vendaient leur vin, leurs figues, prunes et poires séchées. Les hommes taillaient, cousaient et ferraient les brodequins de la clientèle locale et rouergate. À Pâques, ils redescendaient leurs paniers pleins de brodequins et escarpins, leurs tonneaux vides, une bigorne et son établi, leurs pots de pois, leurs tranchets et leurs alènes. Un équipage de 2 mules et autant de charrettes transportait ces équipements avec les outils aratoires, le linge et les ustensiles de la maison. Leur demeure estivale, comme leur échoppe hivernale, était une masure de 2 pièces superposées, à flanc de terrier. La cave, au rez-de-chaussée, ouvrait sur un chemin public. À l'étage, on accédait à la pièce de la cheminée et du lit à partir d'une cour privée. Les mules étaient attachées à une pierre percée, qui faisait saillie dans le mur de façade. Elles gardaient la porte et fournissaient l'engrais pour les ceps. Un coffre suivait la transhumance. Une belle armoire restait à Roufilange. Elle ne rejoindra Polac qu'en 1832, pour entrer dans une maison neuve, bien après l'installation définitive des Auvergnats en terre rouergate. Quand la Révolution avait fait de l'abbaye de Beaulieu un bien national, les Sarrais avaient saisi l'occasion de prendre pied dans les terres à Froment. Il fallut attendre l'aubaine de l'établissement du cadastre, en 1807, pour régulariser les acquisitions que les tensions de 1792 laissaient mal assurées. Depuis 15 ans, elles permettaient cependant de décupler l'étendue de leurs coteaux à vignes, et fournissaient aussi des gerbes et des troupeaux. Mais un dicton local assimilait les montagnards nouveaux venus aux chiens errants qu'il faut tenir à l'œil, une pierre en main, davant un auvernas ou un cante caltodjorn avec un roc à la main. Avec un auvergnat comme avec un chien, garde toujours une pierre à la main. Ma grand-mère Dari tenait de ses aïeux leur volonté de réussir malgré l'ostracisme. Elle appartenait à la 3e génération de femmes qui surent entretenir des gendres dans l'exigence de se faire une place au soleil. La longue période de prospérité rurale, dont le Second Empire marqua l'apogée, avait inspiré et favorisé le projet. L'âge d'or des vignerons, qui marqua le début du siècle des restaurations, et plus encore, un afflux provisoire de buveurs de vin, en paracheva la réalisation. En Barouergue, la construction du chemin de fer attirait une foule de journaliers. 12 ponts, 13 tunnels, autant d'aqueducs et des lieux de péré en soutènement ou en talus de surplomb, se succèdent sur les 30 km qui séparent Villefranche de Rouergue de la Guépie. Enfant, j'entendais parler du lieu-dit Mergieux, perdu au fond d'une gorge de l'Aveyran comme d'une corne d'abondance. Ce cul-de-sac minuscule avait été le foirail des échanges entre les laboureurs enracinés sur les causses et les tâcherons exilés dans les gorges. L'essor des ventes de vin permit aux Sarrais, Bouisset et Roux d'acheter du cheptel et d'emblaver les terres trop froides pour les ceps. Outre le vin et les fruits secs à Mergieux, on vendit des agneaux et de la laine à Parisot, des veaux à la Guépie et des mulets à Puy-la-Garde. La masure devint grenier. On s'installa dans une vraie maison flanquée d'une belle étable et d'une soue à double enclos. On équipa la cave, le four et le fournil où s'ancrait un mur d'enceinte. Du sol au bûcher et du rucher au jardin, cet enclos fermait sa boucle en revenant jusqu'à la maison. Un portail ceint de pierre taillée et couvert d'un toit gardait l'accès à une ferme dont tout porte à penser qu'elle avait été longuement rêvée.
Le fléau du phylloxéra ébranla ses fondements. Il fut la malédiction de la fin du siècle révolutionnaire. Dari apprit alors qu'il fallait se garder du courroux divin, sauver les apparences et faire flèche de tout bois. Comme les autres, elle planta des croix, multiplia les pèlerinages, les processions et les pénitences. Son père s'était réfugié dans les derniers sursauts du jansénisme. Telle était en effet la suspicion de son fils et de ses petits-fils prêtres. Je les ai entendus 10 ans après sa mort, se gausser encore de sa déclamation du bréviaire qui n'omettait aucun Gloria Patri, même quand ils étaient précédés de la mention « hic non dicitur », ici ne doit pas être dit. Janséniste attardé ou précurseur des fondamentalistes, Jean-Paul Roux vivait ses malheurs comme la punition de ceux qui croyaient plus au mérite qu'à la grâce, plus à la loi qu'à la miséricorde. Né à Varin sur les berges de l'Aveyran, il ne pouvait que vivre la sécheresse de Paulac comme un exil. Son frère aîné avait été enrôlé dans les armées napoléoniennes de 1802 à 1815. Il fit des traités de cette année-là une honte familiale. On lui appliqua le cautère de la médaille de Sainte-Hélène. Mais Dieu seul offrait un refuge à ses tribulations. D'un cantonnement à Bayonne, il écrivait dans une lettre conservée en meilleure place que sa médaille : « Hier j'ai pu sortir un instant de parmi les démons pour aller à la messe. J'ai pleuré comme un enfant sick en retrouvant les centres, chantres et les orgues. » Après ces préludes affligeants, une grêle de rappels à l'ordre divin s'abattit sur cette famille pieuse. La pyrale et l'oïdium, le désastre du phylloxéra, la poliomyélite réduisant une fille en cul-de-jatte, la condamnation du modernisme du fils prêtre répandirent la désolation et la culpabilité. Dari, dans ce maelstrom, sacrifia à la piété paternelle ce qu'il fallait de dévotion. Elle adopta comme une assurance tout risque ses exigences de rigueur. Mais les succès de l'Auvergnat étaient trop récents pour qu'elle accepte le déclin. Elle apprit à cacher ce qu'elle ne voulait pas voir. Le coq devait être puissant. Il fallait que les poules chantent autant d'œufs que celles du voisinage, et emplissent la corbeille du carillonneur. Elle leur sacrifiait de larges poignées de grains et pétrissait une farine grise pour le pain de la table. Ses voisins cousins badins disaient que ses draps pliés dans l'armoire étalaient leurs broderies mais que la lessive étendue révélait des trous d'usure. La jument des sorties devait avoir le poil luisant et l'allure vive. Elle bénéficiait donc des rations de pommel ou d'avoine qui auraient dû cacher les côtes des vaches. Ce besoin de porter beau resta toujours vif. Elle a exigé de mes parents, qui avaient bien d'autres soucis, qu'ils fassent couper mon costume de premier communiant par le tailleur des notaires et des médecins. Le précepte « À quoi sert de gagner l'univers si tu viens à perdre ton âme ?» était alors la prescription cardinale de la religion catholique. Dari s'y conformait. Mais sa manière de vivre disait qu'elle aurait aimé sauver son âme en gagnant l'univers. Les apparences ne lui suffisaient ni la leurraient. Elle planta des mûriers pour élever des vers à soie, cultiva du safran, sema des luzernes, investit la dot de son époux dans l'achat d'une prairie arrosable par la Seille. Ces 2 dernières initiatives, Luzerne et près de Seille, furent les bonnes. Les terres lourdes des cantons de Caylus et Saint-Antonano-Bleval fournissaient alors le fourrage des chevaux tracteurs des wagonnets de Coville, au fond des mines de Decazeville et Carmaux. Presse à bras et presse à feu, comprimaient les foins en ballots chargés sur des trains à l'Exos. Dari achetait et vendait. Dosité passait une partie de ses hivers à presser à bras pour le comte de Viguier, marchand de graines et fourrage à Verfeil. Sa réputation d'infaillibilité dans l'addition des pesées des balles pressées se forgea là. Elle fut recyclée par les joueurs de manille, qui le chargeaient toujours de compter les points des parties. Aux ressources tirées de la vente des coupes de foin, de luzerne et de regain, s'ajoutaient ainsi celles des journées des presseurs et des charretiers qui collectaient les balles pour les rassembler à la gare. Mais les temps avaient changé. La Grande Guerre aidait les femmes à s'imposer. Elle ne leur permettait pas de réussir. Elle confirmait surtout l'ire du ciel d'où, plus que jamais, à travers les récoltes de fourrage, venait l'abondance ou la ruine. La disgrâce ecclésiastique de son frère et l'infirmité de sa sœur fortifiaient chez Dari la crainte de Dieu enseignée par son père. Sa sœur Rosa avait été privée, toute jeune, de l'usage de ses jambes par la poliomyélite, dite alors paralysie infantile. Cette impotence avait tétanisé le père dans ses refuges piétistes, usé prématurément la mère et fait de Dari l'auxiliaire de vie préposé aux corvées quotidiennes.
Jeune prêtre brillant, Élie, le frère cadet, s'était laissé séduire par le christianisme social de Marc Sangnier. Un évêque, venu de Bretagne pour revigorer les royalistes sur les terres républicaines du Sud-Ouest, exigea une abjuration solennelle du jeune vicaire de la paroisse montalbanaise de Ville-Nouvelle. Sa sœur ne voulut jamais rien savoir de cette humiliation. Mais le malheur caché ne meurt pas. Tout au long de sa vie, chaque rencontre entre ma grand-mère et son frère ravivait cette blessure. De cette histoire de ma grand-mère, reconstituée à partir de vestiges épars, je retiens que les ambitions sont vaines pour qui croit les monnayer par la seule rigueur des observances. Ce que j'ai appris de son époux relativise son ambition impérieuse. Je sais ainsi que la règle traçant des chemins droits ne suffit pas pour réussir. Il faut aussi de l'audace et de l'astuce, et même quelques fleurs de fantaisie. Les Granier migrants Rouergat. Mes grands-parents maternels, Adeline et Antoine Granier, étaient tous deux natifs de Monteil, sur les berges de l'Aveyran. Ils furent eux aussi des migrants. L'époque et le territoire ne savaient pas nourrir tous leurs enfants. Ils partirent donc en quête de pitance et ne faisaient que de brèves apparitions à Paullac. Leur mariage devait plus à la raison qu'à la passion. Antoine Granier, repoussé par une belle dont je n'ai jamais rien su, s'était vendu pour 7 ans de service militaire. Pour le reste de sa vie, les fièvres contractées au Tonkin furent l'excuse de son autoritarisme et de ses sautes d'humeur. À Monteil, on prétend que les manières du jeune ours justifiaient le refus de sa première élue, que ses amis étaient rares au village et que les Anamites, les Kongaï et le Palu n'avaient rien changé à ses manières d'être. L'Anam et le Tonkin, les longues traversées et 7 années de discipline militaire lui avaient fourni plus que des prétextes pour justifier ses colères. Il avait appris à commander son monde et à gérer son argent. L'aventurier de Monteil avait vendu sa jeunesse pour fuir un village où il n'avait pas su se faire aimer. L'époux d'Adeline, de campagne coloniale en commerce, de métayage en fermage, mourut propriétaire de quelques coteaux à Chasselas près de Moissac. Pourquoi et comment cet homme irascible et ambitieux, torturé et rigide, asthmatique et triste, était-il devenu l'époux d'une femme dont le seul nom illumine mon souvenir? De ces rares apparitions dans la maison natale, j'ai appris que les Anamites mangent des œufs couvés, qu'il pleut des cordes à Colombo, qu'il avait contracté les fièvres à Majunga et que les Turcs de Chypre ne sont pas fréquentables. De son épouse, la grand-mère Adeline, je ne garde que sourire et rire, encouragement et louange. Sa présence fut trop rare dans ma vie d'enfant. L'image d'elle qu'entretient mon souvenir tient plus de l'ange de Reims que de l'aïeul vénéré. Une photographie de la jouvencelle montre qu'elle n'avait pas moins de charme que l'aïeul. Elle l'exalte en jeune bouvière conduisant un attelage de 4 bœufs. La photographie agrandie et restaurée de cette scène champêtre orne les maisons de tous ses descendants. Son père, à l'arrière-plan, tient avec conviction les mancherons d'une charrue de Dombasle. Les mufles de l'attelage contraint entre la charrue et les bœufs en flèche sont dressés vers le ciel. Cette attitude révèle que l'on faisait à la fois du labour et du dressage. L'arrière-plan étale un paysage des dernières années du XIXe siècle. Cette scène de labour, ses personnages et ses bœufs, le port princier, le cou gracile, le corsage ajusté de la fille récapitulent le peu qu'elle m'a appris de l'harmonie. L'âme de Carissima. Issengrin, Goupil et le Chapelet sont les spécialités de Pépé Dosité. Nous sommes à la veillée, en décembre peut-être. Le balancier jaune ceint de cuivre rouge chuinte ses secondes. Ce balancier ne luit pas. Il balance maladroit. Les ans par place l'ont verdi. La fumée du feu proche l'a boucané. La roue dentée où sa queue prend force sourle d'un bourrelet feutré au relent de pétrole. La poussière parfois se venge des plumeaux. Au plus près de la lampe, mon père lit. Les aisselles calées sur les fémurs du grand-père Dosité, les fesses coincées entre ses sabots, je me fais oublier pour prolonger ma présence dans le cercle des adultes qui veillent. Portés à bras de mère dans leur lit et berceau, mes sœurs dorment déjà. Tendre et silencieux, Pépé Dosité s'est fait mon complice. Ma mère a repris un ouvrage, après un regard furtif pour évaluer sur mon visage l'approche du sommeil. Je glisse dans un rêve de flammes, de poilus héroïques, de renards malins et de loups stupides. Le shrapnel qui se manifeste parfois dans la cuisse du voisin m'a instruit des poilus, dont il fut avec l'un de mes oncles prêtres. Carnaval Sala. Que sera à quel travail? Quels accos que se torna à Modard?
Grommelle tout à coup mon grand-père, allons bon. Voilà que ça recommence. Qu'est-ce qui s'est relancé? Depuis quelques jours, il se passe des choses du côté de la pendule. Les travaux de la journée ne permettent pas d'y prêter attention. Au veillées, Pépé s'inquiète du bruit intermittent qu'elle émet. Un rongène scandé. Les résonances de bois creux, mêlées de vibrations métalliques. Aucune mécanique à mesurer le temps n'a jamais fait de tel bruit. Son rapage ce soir est net, régulier, fort. Il évoque, en plus ténu, celui de la gouge des sabotiers. Mon père a abaissé son journal. Le regard inquiet de ma mère balance de l'époux au beau-père. C'est de lui, Pépé Dosité, que tombe la sentence. Acco et l'arma de Carissima que demanda de Messas. C'est l'âme de Carissima qui demande des messes. Mon père se renfrogne, hésite, se dresse. Il va vers la pendule, l'inspecte en détail, pose une oreille sur son ventre creux. Une canne est accrochée à la corniche. Elle pend le long de la caisse. Sa pointe de fer touche le rebondi bedonné pour la course du balancier. Mon père saisit la canne, l'examine. Le bruit a cessé. Un double geste brusque des bras et d'une jambe brise la canne sur la cuisse. Une larve blanche à tête brune tombe de l'un des morceaux avec une pincée de suure. Il montre le tout à Pépé Dosité avec ce commentaire. À raison, nous cal fa dire des messas, mais cerque pas l'ama de Carissima dont t'es pas. Sa cosicia mer pares mai que le rosigadis d'aquel vermena que retronicia dins la caïssa. Et tu as raison, nous devons faire dire des messes, mais ne cherche pas l'âme de Carissima là où elle n'est pas. Ce que nous entendions n'était que le rongement de ce gros ver qui résonnait dans la caisse. J'ai vu trembler la lèvre inférieure de mon grand-père, comme celle des nourrissons dont le visage hésite entre le rire et les larmes. Car celui dont ma grand-mère avait fait le géniteur de ses héritiers était mon grand-père préféré. Il n'avait pas plus d'ambition vaine que d'aplomb doctrinaire. Il savait qu'aimer c'est s'oublier. Dosité à la maison, il était Justine à la mairie. C'est que quelques semaines après sa naissance, son frère Dosité, à peine sorti des langes, avait été porté en terre. Couvert de l'ombre de ce disparu, il fut désigné par son prénom dans la vie de tous les jours. Sa paroisse, elle aussi, changea de nom. Justine avait été baptisée dans la vieille église de Puech-Mignon, blottie au creux de la vallée. Il fut catéchisé à 2 pas de sa maison natale parce que l'église de son baptême avait été abandonnée pour une bâtisse neuve, érigée sur le plateau de l'Aise. La balise hautaine d'un clocher proclamant la récente prospérité des terres à Genêt avait déclassé en vieillerie les personnages du retable en bois doré de l'église romane de Puech-Mignon. Les collines et plateaux qui mangeaient le fer mais laissaient mourir les enfants, n'étaient plus le pays du loup et des bannis du Causse. Ils devenaient terre d'abondance. La chaux, la pomme de terre, les cochons et la mode du veau blanc couvraient le ségala de toits d'ardoise posés sur des maisons larges et des granges longues. Les ventres noirs miséreux étaient devenus des ségalisses prospères. À Montira, d'où étaient venus les Durand, comme à l'Aise où ils prospéraient, la famille de Dosité vivait cette liesse de la bonne fortune. L'émigration n'était plus la règle. Il restait à caser les enfants. Jules, l'aîné des garçons, prit la succession paternelle dans la maison de l'Aise. Opportune, l'aîné des filles, opta pour le Carmel. Élie, le frère puiné de Dosité, s'enrôla dans la prêtrise. Carissima, la seconde des filles, avait trouvé un bon parti à 1 heure de marche de la maison paternelle. Justine Dosité, entre le deuil d'un frère et les mutations de l'ère nouvelle, vécut le sort des cadets. Dressés à la soumission, leur destin était alors celui de géniteur chez une héritière, quand la part de l'Église romaine avait été prélevée parmi les aînés. Le plus malingre d'une fratrie de haute stature, se fit ainsi gendre chez l'Auvergnat de Verfeil. Ce statut lui imposait de trouver dans la patience les succès que d'autres cherchaient dans l'autorité. Doté d'un beau pécule de Genêt, il partit pour le Causse au moment où le Ségala prenait sa revanche de la domination qu'il avait subie pendant des siècles. Je n'ai rien connu du jeune époux, dont la moustache affichait la virilité. Mon Pépé Dosité portait toujours la moustache, mais chenue comme sa chevelure. Il taillait la vigne et les haies, cherchait des champignons, braconnait les oiseaux et gardait les vaches. Il savait plus d'histoire qu'il n'en contait. Son français était appliqué et précieux, sa langue maternelle savante. Pour dire qu'il entendait mal, il francisait son occitan pour déplorer sa difficulté d'odire. Chargé de donner des héritiers à la fille de l'Auvergnat,
Il s'était perfectionné dans la suggestion. Elle avait alors rang de vertu. Elle a tendu le ressort de mes audaces. Faute d'être le maître des bêtes et des champs, il était l'enchanteur des choses et des êtres. 100 fois, sur le seuil de notre porte, il a détaillé pour moi les signes de l'horizon. Au levant, les 486 mètres du Puech d'Escar nous renseignaient sur l'humeur du temps. Quelques degrés vers le sud, le clocher de l'Est disait sa nostalgie des cèpes parfumés et des châtaigneraies généreuses. À l'exact midi, les cheminées de la cimenterie de l'Exos crachaient leur fumée séductrice et menaçante. En glissant vers le couchant, le château de la Prune et la forêt de Grésigne parlaient du passé albigeois, des bûcherons rudes et des légendes fumeuses. De l'ouest, à travers la combe d'Arnac, venait la promesse des pluies précieuses pour notre cause sec. Mais cette vallée cachait aussi la route par laquelle arrivait le percepteur avec son rôle d'étail. La porte refermée, Pépé d'Osité m'initiait aux légendes où l'histoire des hommes enseigne celle de Dieu. Je ne saurais jamais pourquoi il m'a voulu Paul contre le choix de ceux qui me croyaient Bernard. Pas davantage comment il accepta son exil au Fournil où son épouse l'avait refoulé quand l'héritière des Roux eut décidé qu'une 7e fille, tard venue, prouvait le risque d'un 8e enfant dont elle ne voulait pas. D'où tirait-il ses connaissances de mycologue et son habileté à découvrir les nids d'oiseaux les mieux dissimulés? La langue que parlait mon grand-père paternel, comme la photographie de ma grand-mère maternelle, ne sont pas des reliques mortes. Elles sont les substrats de mon patrimoine vivant. Je porte le deuil de la culture qu'elles exposaient. En prélude à quelques merveilleuses histoires où les méchants finissaient toujours par être battus ou ridiculisés, Pépé d'Osité entonnait au coin du feu la mystérieuse cantilène des chèvres de la Bâtarde. Qui me dira ce que cachait ce rite d'entrée dans le temps du conte, avec ses vers énigmatiques? Turlututu dont vénès-tu? D'où viens-tu? Turlututu d'Alphonse Delprat, du fond du pré, Turlututu que l'y a trouva? Qui as-tu trouvé? Turlututu de Pan-âme de lait, du pain et du lait, Turlututu dont la tirait? D'où sortait-il? Turlututu de la cabretta, des chevrettes, Turlututu qu'Allah te garda? Qui les fait paître? Turlututu et la bastarda, c'est la bâtarde. Turlututu qu'Allah de buta? Qui les déplace? Turlututu et la flauta. C'est la flûte. Pourquoi la nostalgie de la complainte chantonnée en intermède entre deux contes demeure-t-elle aussi vivace? Que cachaient d'autres couplets sibyllins qui chantaient la campana d'Orient et tombada dins l'estan, Pierigran que la massaba, et l'eau parpalol amble l'escargol que ne portaban l'odole? La cloche d'airain est tombée dans l'étang, le grand Pierre la ramassait et le papillon avec l'escargot emportait le deuil? Pourquoi ces étranges évocations codées reviennent-elles à mes oreilles aux heures qui imposent la résignation? La cloche était-elle celle de Notre-Dame d'Orient? Était-elle tombée dans l'étang ou dans l'étain? Qui était Pierigran le secourable? D'où sort le couple improbable du papillon et de l'escargot pour porter le deuil d'une cloche? J'entretiens ces questions dans le souvenir de l'homme de qui j'ai appris que l'on peut être sans paraître, aimer sans dominer et croire sans savoir. Ah! Pépé d'Osité. Que saurais-je du monde si vous ne m'aviez pas expliqué qu'à pisser contre le vent on se mouille les pieds? Qui serais-je si je n'avais pas reconnu votre histoire dans vos histoires? De votre âge et de votre temps j'ai appris que les lois de la vie sont inscrites dans les rythmes de la lune, l'agencement des étoiles, la sagesse des pauvres et la sauvagerie des puissants. Votre destin m'a montré qu'il faut pour grandir, ruminer ce que chantent les mots, puis partir pour aller voir ce que cache l'horizon. Sur la terre comme au ciel. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, Dieu fut la source des angoisses. Au creux de cette pelote des interdits et des peurs, Pépé d'Osité pratiquait une religion paisible. Mais il semblait ne rien savoir de Dieu. Dans l'affaire, Jésus n'était d'aucun recours. La comptine du petit Jésus s'en va à l'école, proposait des bizarreries douteuses. Les prières du matin et du soir invoquaient ce même jouet virtuel. Son passage dans les sabots de Noël prétendait nous garder du paganisme du Père Noël. Mais cette histoire n'était pas moins improbable que la pomme rouge, la croix et les fleurs de la comptine. Ce petit ne pouvait en rien se rattacher au redoutable Dieu des grands. Le personnage était ridicule sur le chemin de l'école, mièvre au réveil et au coucher, douteux autour de la bûche de Noël que consumait l'âtre. Ce petit Jésus n'offrait aucun modèle stimulant mes apprentissages.
Il fallait pour grandir, effacer cette image conçue pour entretenir les rêveries enfantines. Une volée de carmélites énamourées m'a lancé sur la houle de l'océan, où tournicotaient les âneries du petit Jésus, et la vindicte de l'autorité divine. Nous étions à Montauban. Ma grand-mère dirigeait la manœuvre. Elle était la spécialiste de Dieu, du Tout-Puissant. Pour obtenir que je me conforme à l'image qu'elle se faisait de l'aîné de ses petits-enfants, elle m'avait menacé de me faire manger par le planton noir qui, tel un saint dans sa niche, ornait l'entrée majestueuse du quartier d'Oumer. L'alignement des façades de briques du quai de Verdun, la largeur du Tarn et la multitude des maisons m'impressionnaient beaucoup plus que cette menace, dont un haussement d'épaule de mon père avait discrètement déploré l'incongruité. Il était le premier héritier mâle dans la lignée de filles prenant gendre, pour assurer la descendance et arrondir le patrimoine. Il était aussi le cadet de 2 prêtres et le neveu de 2 autres. Il devait donc, pour la foi comme pour la ferme, restaurer l'autorité de l'homme. Mes oncles et grands-oncles avaient disparu. Les carmélites avaient-elles prévu un accueil spécifique pour les prêtres? Était-il requis par les préparatifs du rituel de célébration du jubilé? Ma mémoire n'a rien enregistré d'eux. Il ne me reste rien non plus de notre propre entrée dans le Carmel, ni du voyage de Polac jusqu'à Montauban. À l'époque pourtant, il fut sans doute une expédition mémorable. Le premier souvenir net me restitue la terreur d'une séparation. Je vois un guichet où les bras de ma mère me poussaient vers les mains inconnues d'opportune Marie-Célestine Durand, célébrant son jubilé. Depuis 50 ans, cette sœur de mon grand-père était Véronique de la Sainte-Face, carmélite. Mon âge m'autorisait à franchir la clôture. Je devenais ainsi le privilégié de la famille rassemblée pour la louange. Ce privilège nouait mon ventre. Le Dieu de ma grand-mère sévissait comme elle, avec elle, par elle peut-être. Le guichet traversé à hauteur d'adulte, je fus redescendu au niveau du sol. Comment pleurer debout au milieu de visages rayonnants de tendresse? Ils disaient que j'étais une merveille. Leur unanimité dans l'enchantement attentionné refoula mes sanglots. Embués ou rieurs, tous les regards considéraient un trésor. Les mains maladroites se faisaient précautionneuses. Véronique de la Sainte-Face rassurait ma mère. Les autres me promettaient des fruits mûrs au jardin. Je pouvais donc prendre le risque de me mettre en route. Escorté le long d'un couloir pavé de briques sombres, je fus saisi par une bouffée de fragrance féminine. La traversée d'une grande salle aux senteurs de soupe et de cire conduisait vers une porte lumineuse perchée sur 3 ou 4 marches. Elle s'ouvrit sur un jardin paradisiaque. J'y fus le roi de la fête. Les bures rudes teintes au brou, les sandales à lanière, les bras tendus vers les treilles virevoltent encore dans ma mémoire. D'où venait cette lumière allumée dans tant d'yeux jeunes et vieux? Une farandole de tendresse m'enivrait. Elle me faisait courir de bras en bras. Des mots émerveillés où je ne reconnaissais guère que celui de Jésus, m'enserraient dans un essaim de bonheur papillonnant. Cette sensation m'interroge toujours. La peur dépassée, la nouveauté du lieu, le flux de la sollicitude d'inconnus, une expérience de fils unique, de roi des cœurs, me mettaient au diapason de la gaieté de ces femmes de tous âges. Ce que j'ai vécu là évoque encore les déferlements des troupeaux que le printemps libère des étables, ou l'explosion des pigeonniers quand 100 paires d'ailes claquent ensemble à partir des planches d'envol et des arêtes du toit. Ces souvenirs, cependant, me restituent aussi l'impression d'avoir été un jouet. Celles qui se disputaient pour me poser des questions, prendre ma main ou capter mon regard pensaient à elles plus qu'à moi. J'étais la bonne surprise d'un jour de fête, mais ce n'était pas moi qu'elles fêtaient. Je crois aujourd'hui que ces femmes célébraient une absence souveraine. Étaient-elles celles de l'enfant qu'elles n'avaient ni n'auraient, celles de l'époux mystique dont elles cultivaient le secret? À lui seul mon minois de garçonnet rasséréné par un jardin lumineux peuplé de femmes heureuses n'explique pas tant de liesse. D'où venait la joie de celles qui se congratulaient sous prétexte de prendre soin de moi? Pourquoi enfin cette expérience s'est-elle gravée dans ma mémoire? Je venais d'avoir 2 ans. Mon âge n'aurait dû ranger que des impressions confuses dans les coffres de l'inconscient. Or ces souvenirs sont précis et vivaces. Je fus sans doute un instant, un lénifiant sur la frustration des maternités sacrifiées. Mais leur célébration de ma jeunesse n'était pas qu'un cataplasme. Les pansements ne produisent pas de lumière ni d'allégresse. Bâtir, souffrir, mourir, grandir.
Ceux qui parlent de leur enfance heureuse me laissent incrédule. Je les suspecte d'enjoliver leurs souvenirs. Dans les miens, il y a d'abord, le 21 mars 1934, la mort d'une jeune sœur. Je n'avais pas encore 4 ans. J'ai dans l'œil son petit visage immobile, froid et dur comme la cire dont il avait pris la couleur. Les sanglots de ma mère habitent mes oreilles. Ses gémissements étalonnent mes impuissances. Ce berceau brusquement sorti du point focal qui rassemblait toutes les forces, espoir et tension de la maisonnée s'était figé dans une étrange périphérie sacrée, mais désespérée. Il fut mon précoce apprentissage de la mort. J'ai remâché pendant 50 ans les secrets d'une autre mort. L'aménagement de la maison que préparait mon père pour sa retraite nous offrit un tête-à-tête d'adulte laborieux et serein. Ce fut l'occasion d'évoquer un secret dont je savais seulement qu'il avait été douloureux. J'appris ainsi que l'année même de leur mariage, mes parents avaient pris une lointaine cousine en contrat viager. Ils s'engageaient à l'héberger jusqu'à sa mort, en échange de la donation de ses biens. Quelques jours après la signature du contrat, à peine installée dans nos murs, elle se fractura le col du fémur. Cet accident était alors un arrêt de mort. Peu de temps après ce décès accidentel, mon père fut convoqué à Montauban par le procureur de la République. Quelques bonnes âmes dépitées avaient évoqué des soupçons d'assassinat. Une seule audition suffit à les écarter. Mais mes parents étaient si ulcérés de cette suspicion qu'ils ne nous ont jamais dit pourquoi nous entretenions une tombe dans un cimetière qui n'était pas le nôtre. Sorti de son ressentiment, mon père décida d'investir dans un bâtiment les fonds venus de cette donation. Avec de petits moyens, il voulait faire grand. L'étable qu'il dessina et flanqua d'un hangar à fourrage avait des dimensions pharaoniques en cette année 1934. 22 mètres de long et 18 de large. Il embaucha un Italien pour venir à bout des montagnes de pierre et de sable qu'il fallait extraire pour les ourdir en mur avec le mortier tiré d'une chaux vive, éteinte, à grands seaux d'eau. Francesco Totoli avait choisi l'exil pour fuir les chemises noires de Rome et la porca misera des Apennins. Il fut chez nous un maçon aussi vaillant que talentueux. Brun comme un mort et moustachu comme un Gaulois, soupçonné d'anarchie, contestataire du Duce qui avait rendu au Vatican son statut d'État souverain, ce réfugié blasphémateur fut d'abord tenu à distance des enfants et logé à l'écart de la maison. Sa loyauté et ses talents en firent rapidement un membre de la famille. J'appris ainsi l'odeur des métiers. Mon père sentait les foins et la vache. Francesco sentait le ciment et la poudre. Car il savait faire la poudre avec du salpêtre raclé sous les ponts, du soufre prélevé sur les soins aux vignes et du charbon de bois tiré des cendres, écrasé et tamisé finement. Francesco savait aussi tailler la pierre, dessiner la décharge des linteaux, monter les échafaudages, ferrailler le béton et fabriquer les coffrages. Tout le canton apprit de son ouvrage que les Italiens sont les héritiers des bâtisseurs du pont du Gard. Aujourd'hui encore, je brandis l'un de ces marteaux comme le sésame de mon initiation à la maçonnerie. Mais la pierre et le béton ne suffisent pas pour édifier une étable et son hangar. Il faut aussi la charpente, les huisseries et leurs ferrures, les crèches et les mangeoires, les tuiles et les chenaux. Au long des 4 saisons d'une année entière, divers corps de métier se succédèrent à notre table. Leur invasion s'intercala dans les travaux des champs. Ma mère, exténuée par son deuil, enceinte pour la 4e fois, était la servante de ces forçats. La volaille à saigner, plumée et éviscérée avant de la cuire, les canards à gaver, les cochons à nourrir, mes sœurs à langer et les hommes à rassasier me privaient de mère. J'eus beau continuer de pisser au lit, je restais reléguée après les urgences impératives. Totoli, de surcroît, disparut au moment même où il était devenu François. À la fin de cette même période, prise sans doute dans l'ardeur des bâtisseurs, ma grand-mère Dari et sa sœur Rosa avaient fait ériger le caveau aux lettres de bronze des roues Durand. J'étais chargée de son entretien, et nantie à cet effet d'un capital de 1000 francs déposé sur un livret de la caisse d'épargne. Je ne verrai jamais un sou de ce pécule, disparu dans les arcanes comptables. Les semailles du chagrin. Les échos déformés de la guerre d'Espagne jalonnent la suite de ce temps des adversités dont la mobilisation générale de 1939 et la débâcle de 1940 furent les aboutissements lamentables. Mon père labourait l'un de nos champs les plus éloignés. Le temps était doux. Nous étions à la fin février, peut-être au premier jour de mars.
Le vent d'automne portait les premiers messages du printemps. Mais les beaux jours en cette saison sont comptés. Le laboureur se hâtait. La herse, les dents plantées dans le guéret, était prête pour couvrir la semence. Dès le matin, le sac qui la contenait m'avait servi de siège, dans le tombereau cahotant et capitonné de fumier desséché. Tout au long de la matinée, je m'étais beaucoup ennuyé. Les fauvettes, à la recherche des vers déterrés par le soc, m'avaient nargué de leurs sautillements vifs, scandés par le métronome de leur longue queue. Dans les arbres dénudés par l'hiver, les squelettes décoiffés des nids vides restaient inaccessibles. Je n'étais pas occupé à manier le moscal, sous les mufles pour écarter les mouches qui, l'été, boivent en couronne autour des grands yeux des vaches comme les brebis autour d'une lavogne. La saison était trop froide pour ces effrontés. Je n'avais rien trouvé de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.